C'est la fête de l'Ascension, c'est aussi la journée de l'Europe. Une majorité de Français exprime un sentiment négatif à l'égard de l'Union européenne. Mais c'est l'inquiétude qui prédomine et pas l'hostilité. L'inquiétude à 46%, la colère à 13%. 16% des personnes interrogées se déclarent indifférentes et un quart seulement manifestent de la confiance, voire de l'optimisme. 10% seulement pour l'optimisme, selon un sondage IFOP pour Ouest France. Denis Ferré, notre invité, il est agrégé d'histoire, diplômé en sciences politiques. Il publie Les Français et l'Europe de Schuman à Macron aux éditions Erol. Il enseigne aussi à l'Université de New York un cursus sur la France et l'Union européenne précisément. Bonjour Denis Ferré. Bonjour. D'abord, cette première appréciation sur le sondage, c'est l'inquiétude qui arrive en tête. Qu'en pensez-vous ? Alors déjà, je ne suis pas surpris. Et puis, les sondages répétitifs qui sont faits, y compris d'ailleurs par l'Union européenne, pour tester la popularité de l'Europe très fréquemment, montrent que souvent les Français sont parmi les plus sceptiques ou les plus inquiets. Donc, je ne suis pas surpris. Donc, plus que les Allemands. Oui. Et l'inquiétude... En fait, les Français, dans ces sondages-là, et je crois que j'ai plus en tête le pourcentage, mais les Français pensent que l'appartenance à l'Union européenne est utile, mais ils sont inquiets. Donc, ça traduirait plutôt l'idée que l'Europe ne correspond pas à leurs attentes ou à leurs espoirs. Que se passe-t-il le 9 juin ? Certes, on vote pour le Parlement européen, mais Oui. Ce Parlement n'est pas l'exacte réplique du Parlement français. Non, pas du tout. Il n'a pas toutes les prérogatives équivalentes à un Parlement national. On élit nos députés, donc il y a 81 députés français, alors qu'il y a 720, il y aura 720 députés en tout. C'est assez différent parce qu'au fond, on ne sait pas quelle majorité peut sortir. Et quand on vote pour nos représentants, c'est assez opaque, c'est très complexe comme système. À mon avis, c'est une des causes de la faible participation en général pour les élections européennes, parce qu'on n'a pas, je dirais, une certaine transparence de qu'est-ce qui va sortir du vote, puisque déjà il y a 27 votes en fait, 27 États, 27 corps électoraux. Et ensuite, les élus vont se regrouper par affinité politique, mais on ne sait pas à l'avance exactement quels vont être les regroupements. Et on sait d'avance aussi qu'il n'y aura pas de majorité avec une coalition assez claire de 2 ou 3 partis ou mouvements qui seraient proches. Donc, ce qui fait que c'est une élection où on ne voit pas très bien vers quoi ça nous mène. C'est peu lisible. C'est très peu lisible. Le Parlement a-t-il un droit d'initiative ? Le Parlement n'a pas de droit d'initiative. Il peut faire des suggestions, mais ce n'est pas obligatoire que ce soit suivi. Donc, c'est un des pouvoirs qu'il n'a pas par rapport à un Parlement national. Et également, ce qu'il n'a pas, et c'est fondamental, c'est que du résultat de l'élection ne va pas sortir un Premier ministre ou en tout cas un président de la Commission qui sera en fait le leader du parti qui a obtenu une majorité au Parlement. Ce qui se passe dans les démocraties parlementaires européennes qui sont très très nombreuses parmi les 27, il n'y a pas l'équivalent en Europe. Souhaiteriez-vous ces deux évolutions, droit d'initiative et nomination d'un Premier ministre qui soit issu justement de la représentation parlementaire ? Alors, ça c'est une question piège. Pourquoi ? Parce que en fait... Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Non, alors on peut le souhaiter. Pour ma part, je suis un peu circonspect parce que ça reviendrait à ce moment-là ce que vous dessinez là à grands traits, c'est une sorte d'État fédéral en fait. Donc vous auriez à ce moment-là, si vous avez une espèce de Premier ministre qui serait issu de cette majorité parlementaire, vous auriez l'Union européenne ne serait plus une union d'États. On arrive au stade où ce serait un État fédéral, un super État, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Or là, il y a un saut que vous ne faites pas. Que moi, je ne fais pas, que pour l'instant, personne n'est capable vraiment d'assumer. Et d'où une certaine ambiguïté, parce qu'on est arrivé à un tel développement de l'Union européenne, où on est assez proche de ça, mais il y a encore un espace pour y arriver. Et ça serait le dernier saut. Le dernier effort, mais celui-là, il est vraiment plus... Enfin, il faut sauter beaucoup plus haut que les dernières fois, qu'à chaque étape de la construction européenne. Et pour l'instant, personne ne s'y résout vraiment. Petite précision, Denis Ferré. Le traité de Lisbonne prévoit-il ce saut fédéral ? Il y a eu dans le Figaro une tribune dont on a déjà parlé sur les 50 personnalités qui se sont opposées au tour de vis fédéraliste, c'est leur expression. Que faudrait-il pour aller vers le saut fédéral ? Est-ce qu'il faudrait que tous les États de l'Union acceptent de se déposséder de leur droit de veto ? Oui, soit par l'adoption d'un nouveau traité,
qui serait un traité, donc on va dire, de nature fédérale, mais alors il faudrait effectivement une ratification dans tous les États. Et on a vu Par référendum alors, pas ou par le forcément, ou Parlement? par le Parlement, Mmh. mais on a vu que l'opération peut être difficile comme en 2005. Il y a quand même 27 ratifications à assumer. Déjà, pour qu'il y ait signature, avant même les ratifications, il faut que ce traité soit accepté par les 27. Sinon, il y a un moyen, grâce au traité de Lisbonne, au Conseil de l'Union européenne, on peut décider que tel ou tel domaine qui, pour l'instant, ressort toujours de l'unanimité, passe à la majorité. Ça, c'est possible. Depuis le traité de Lisbonne, il y a une clause là-dessus. Mais sauf que il faut l'unanimité lors de ce vote. Tous les ministres, les 27 ministres doivent être d'accord, donc tous les 27 États, pour qu'on puisse dire, bah, tel sujet, telle politique, maintenant, on va voter à la majorité au lieu de l'unanimité. Mais là, on parle de ponctuel, c'est-à-dire ça serait une politique, c'est Mmh. pas la totalité. Ce n'est pas un domaine, c'est une politique, c'est au coup par coup. Alors, oui, c'est ça, exactement. C'est une politique qui, pour l'instant, se fait à l'unanimité, s'il y a unanimité une fois, peut ensuite se décider à la majorité. Mais est-ce qu'on peut décider dans le cadre institutionnel actuel que, par exemple, tel ou tel pays dit, je cite des pays comme ça au hasard, la France, l'Allemagne, le Benelux, disent, bah voilà, la politique de défense, par exemple, on va s'en occuper, nous, plus particulièrement, on mutualise. Oui. Et les autres pays ne sont pas obligés de le faire. Est-ce qu'on peut décider de couvrir un champ sur un noyau dur, de laisser un noyau dur s'occuper d'un champ, et de manière définitive ou de manière durable? Alors, on peut le faire, étant donné que les États sont souverains et restent quand même souverains. Donc, on peut le faire de deux manières. On peut le faire dans le cadre des traités. Ça s'appelle de la coopération renforcée. Mmh. J'ai pas révisé mes petites fiches, mais je crois qu'il faut un minimum d'États. Mais je ne sais plus si c'est 7 ou 9, excusez-moi. Mais il y a quand même un minimum d'États pour que ça soit possible. Auquel cas, on peut le faire, mais on voit bien que ce serait donc une coopération renforcée. Et les autres ne sont pas obligés de suivre, mais ne peuvent pas empêcher. Ou alors, on peut très bien l'imaginer en dehors de l'Union européenne. Si X État décide, on va mettre en commun notre défense, comme vous donnez cet exemple-là, on va avoir une seule armée, puis on va essayer d'avoir les mêmes Mmh. équipements, etc. On peut le faire. Hors Union européenne, dans une Oui, autre puisque structure. ce n'est pas une compétence de l'Union européenne, la défense. Donc les États peuvent toujours... mais ce serait une autre structure, quitte à ce que cette autre structure un jour soit intégrée, on peut tout imaginer, ou que d'autres rejoignent. Mais ça serait en parallèle, ce serait à côté de l'Union européenne, ce ne serait pas dans l'Union européenne. Denis Ferré, vous parlez de l'avenir aussi, la manière dont Emmanuel Macron développe un ambitieux projet européen. Est-ce qu'à un mois du scrutin, on peut essayer de développer? La majorité présidentielle s'est mobilisée récemment, on commence à mobiliser ses troupes et en ce 9 mai, elle va déployer davantage d'énergie encore pour faire passer l'idée qu'elle défend. Quelle est cette idée, puisque c'est de Schuman à Macron que vous analysez les choses entre rêve et réalité, quelle est l'idée d'Emmanuel Macron? Alors, je vais me baser sur Emmanuel Macron dans le texte. Et en particulier, il y a deux discours très importants qu'on appelle maintenant Sorbonne 1 2017 et Sorbonne 2 cette année. On passe, si on veut vraiment aller résumer, à mon avis, le point essentiel, Sorbonne 1 en 2017, quand il est juste président, il vient d'être élu, c'est Europe souveraine, c'est une expression qu'il répète sans cesse. Et Sorbonne 2, le progrès, ou la différence, l'évolution, c'est Europe puissance. Donc, alors, pour moi, il y a quand même un mystère dans l'expression Europe souveraine. Alors, premièrement, c'est la première fois qu'un président français ou tout autre chef d'État, mais parlons des Français, utilise une telle expression. Puisque le terme de souveraineté, de souveraine, ça ne s'applique jusque-là qu'aux États. Donc, c'est disruptif, comme il aimerait le dire lui-même. Mais qu'est-ce qu'on met dessous? Alors, en 2017, j'étais bien en peine de dire, mais qu'est-ce qu'il met dessous? On semble comprendre ce que nous disions il y a quelques minutes. Une sorte de... L'Europe est appelée à devenir un État, enfin l'équivalent d'un État, avoir une pleine souveraineté. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que si vous arrivez à ce stade, en quelque sorte, vous faites l'Europe, mais pour faire l'Europe, à mon sens, vous défaisez la France. Vous défaisez, c'est pas terrible. Non, vous défaites, Vous ça va. défaites, ça ira. Vous défaites la France. Enfin, je vois pas comment on peut faire l'Europe comme un État souverain sans défaire les États. Bon, mais ça, il ne le dit jamais. Et puis là, on est passé à Europe puissance. Alors, le problème, moi, je vais vous dire le fond de ma pensée, avec Emmanuel Macron, c'est que, quelque part, le discours tient lieu de réalité. C'est-à-dire qu'on passe à une Europe puissance, mais pour arriver à l'Europe puissance, ça sous-entend qu'on a déjà une Europe souveraine.
Comment voulez-vous devenir une puissance si vous n'avez pas la souveraineté? C'est impossible. Donc, il est déjà à l'étape suivante, mais je pense qu'il n'a pas rempli le contrat de l'Europe souveraine dans les 6 ans depuis qu'il est là. Alors, faut quand même reconnaître qu'il n'est pas seul à décider. Donc, son programme de 2017 n'a quand même pas rencontré un écho très favorable euh, jusqu'à présent. C'est difficile. Et donc, enfin, il est déjà à l'idée de puissance alors qu'on n'a pas encore atteint la souveraineté. Mais c'est peut-être une façon de pousser loin le bouchon, justement, pour commencer à se doter de souveraineté. Alors, peut-être que je ne suis pas très concret, mais c'est difficile de voir le concret dans la position de Renaissance ou d'Emmanuel Macron. Il y a de grandes idées, de grands concepts, mais concrètement, on fait quoi? Et je pense qu'il gagne, enfin, je ne suis pas un conseiller électoral, je pense que son mouvement gagnerait en clarté s'il pouvait plus concrètement dire ce qu'il défend dans cette campagne pour en arriver là. Donc Europe souveraine et Europe puissance, ça vous paraît aujourd'hui relever simplement de la rhétorique et pas forcément d'un projet qui soit viable, d'autant que vous écrivez, ces ambitions sont contrariées par l'indifférence ou l'hostilité des partenaires européens, par le manque de crédibilité économique de la France, et financière aussi, oui. Et par le mode de gouvernance de l'Union européenne qui ne favorise pas les décisions rapides et radicales. Or, on imagine que le saut fédéral dont nous parlions suppose quand même des choix extrêmement radicaux. Exactement. Qui ne sont pas si simples que cela à prendre. Est-ce que vous diriez, Denis Ferré, que finalement, dans cette élection, tout le monde est plus ou moins euro-pragmatique? C'est-à-dire, il n'y a plus du tout d'eurosceptiques, d'europhobes, je ne sais pas, d'europhiles, qui étaient des termes qui caractérisaient peut-être d'autres scrutins. Maintenant, finalement, tout le monde, de Jordan Bardella à d'autres petites listes, peut-être extrêmement europhiles, dirions-nous, finalement, tout le monde est euro-pragmatique. J'aime beaucoup votre presque néologisme, parce qu'on l'utilise encore très peu, d'europragmatisme. Je pense que c'est juste. Et que c'est même, ça peut même s'appliquer justement à Emmanuel Macron, qui pourtant, Europe souveraine, est le plus européiste. Il est clair qu'il a même été élu dès 2017 sur un programme européiste. Et la France est de retour, l'Europe sera de retour, etc. Mais néanmoins, quand on en vient au concret, c'est assez pragmatique, mais ça fonctionne comme ça. Hein. On fait des petits pas à chaque fois. D'ailleurs, c'était la méthode Schuman. Hein. La méthode Schuman est très pragmatique. L'objectif est extrêmement ambitieux. Il est fédéral, dès la naissance, en 1950, hein, avec la déclaration Schuman. Mais la méthode, c'est des petits pas. Et ces petits pas vont en entraîner d'autres, vont nous obliger à faire un pas de plus, etc., etc. Je pense que Emmanuel Macron s'inscrit là-dedans. Qu'aurait été, Denis Ferré, l'Europe rêvée par Robert Schuman? Est-ce que ça correspond à l'Europe dans laquelle on est aujourd'hui? Oula, question très difficile, parce que... Du rêve à la réalité. Est-ce que la réalité correspond au rêve initial? Puisque vous dites que la déclaration Schuman de 50 est dans en tout cas la situation dans laquelle nous vivons et dans la continuité de cette déclaration. Est-ce que ça correspond vraiment? Alors, le rêve, le but final, c'est une fédération européenne. Donc, un État des États-Unis d'Europe. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est aussi dans le livre de Jean Monnet, ses mémoires, c'est dit comme ça. Donc, là, on peut répondre que non, parce que pour l'instant, on n'est pas au stade des États-Unis d'Europe. Mais il n'y a pas d'échéancier dans la pensée Schuman. Monnet, je les associe, parce que franchement, c'est vraiment deux hommes qui sont sur la même ligne. Il n'y a pas d'échéancier. Donc, à quel terme rêvaient-ils en leur moi profond que ça se ferait Donc, c'est très difficile de répondre à cette question, sachant qu'en plus, ils s'inscrivaient dans une époque de guerre froide. Donc, je doute que dans leur pensée, ils aient imaginé forcément toute l'Europe. Paradoxalement, c'est De Gaulle qui pensait l'Europe continentale comme étant unifiée à sa façon. Et c'était pas le plus... Lui n'était pas un fédéraliste, parce que c'était difficile avant la chute du mur d'imaginer une Europe réunie. Enfin, pourtant, il y a eu le mouvement pan-européen qui avait déjà dessiné des cartes dans les années 30 d'une Europe extrêmement étendue. Oui, mais ça, c'était avant la guerre froide. On a oublié aujourd'hui, mais pendant la guerre froide et jusqu'à pratiquement la chute du communisme, on avait l'impression que ça durerait encore un certain temps. Enfin, on n'a pas quand même vu venir la chute. Peut-être, évidemment, maintenant, a posteriori, on peut dire « Ah, mais oui, mais il y avait des signaux, c'était clair que ça ne pouvait pas finir autrement. » Enfin, l'historien vous apprendra que tout ça, c'est après, et ce n'était pas écrit d'avance, hein, vraiment. Voilà.
Denis Ferré, vous enseignez, je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, sur la notion d'État, d'États-Unis d'Europe. Comment les étudiants américains, comment les Américains regardent-ils ce concept? Ils ont les mêmes interrogations et les mêmes positionnements que les Européens. C'est ça qui est amusant. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des étudiants qui estiment que l'Europe finira et en tout cas aurait intérêt à devenir une espèce effectivement d'États-Unis d'Europe, un peu sur leur modèle à eux. Euh, et d'autres qui pensent que c'est complètement impossible, ils sont quand même majoritaires, que ça ressemble pas aux États-Unis, qu'on est trop différents, ne serait-ce pour eux, ce qui était extraordinaire en Europe, c'est sur une taille qui est à peu près celle des États-Unis. Vous avez tant de langues différentes. Oui, Euh, mais aux États-Unis aussi, vous avez des Coréens, vous avez des Africains, vous ah, avez, vous voyez, des mais vous avez Mexicains. une langue commune quand même. Oui, mais enfin, C'est c'est quand pas même la une question. société extrêmement éclatée Oui, mais aussi. vous avez quand même une langue qui n'est pas une langue unique, mais qui est une langue commune qui est l'anglais et qui a historiquement été l'anglais, alors que nous n'avons pas ça. On n'a pas ça. Donc, et puis eux, ils voyagent, ils voient sur des toutes petites distances, on voit tellement de cultures différentes. Donc, ils pensent qu'il faut être, ce que vous disiez, europragmatique. Euh, et alors ça, c'est quand on débute un cours, puis quand on arrive à la fin, souvent, ils ont un petit peu évolué. Mais la plupart considèrent, vous allez voir que ça sonne très européen, que le fédéralisme serait un idéal, ça serait idéal, ça serait vraiment formidable, mais que ce n'est pas réaliste. Et que les Européens sont condamnés à être pragmatiques, enfin condamnés, le terme n'est pas bien choisi, ont besoin de pragmatisme, mais ce sera toujours hybride. On est dans un système hybride, hein. L'Union européenne a déjà des éléments de fédéralisme, mais d'un autre côté, elle n'est qu'une coopération interétatique. Donc, c'est un système hybride. Quels sont les éléments de fédéralisme les plus forts, les plus évidents? Alors, le plus évident, parce que ça va parler à tout le monde, c'est quand vous avez une monnaie dite unique. Moi, je dis toujours dite unique, puisqu'elle n'est pas encore unique, ou je ne sais pas si elle le sera un jour, mais Pourquoi? vous avez la même. Bah, il y a des États qui ne l'ont pas, hein. D'abord, certains qui ont choisi et à qui on a laissé le droit de ne pas avoir la monnaie unique. Bon, ça a été le cas du Royaume-Uni, mais certes, maintenant, ils sont sortis. Vous avez aussi le cas de la Suède, où, en principe, ils iront vers l'euro, mais il faudra un vote populaire. Et quand on a organisé un vote par référendum jusqu'à présent, il y a eu refus d'adopter l'euro. Vous avez des États qui ne l'ont pas encore, qui sont généralement des États de l'Europe orientale, qui sont arrivés plus tard. Là aussi, ils vont passer à l'euro, mais on sent qu'il n'y a pas d'empressement chez certains. Ça aurait pu déjà être fait, je pense à la République tchèque, qui a retardé l'échéance. Donc, ce n'est pas une monnaie unique, on n'a pas tous l'euro. C'est une monnaie unique pour ceux qui l'utilisent, mais c'est plutôt... Voilà, alors ça c'est quand même... Par contre, dans le cadre de l'eurozone, de l'Union économique et monétaire, vous savez, c'est purement fédéraliste. Vous avez une banque centrale, vous avez une seule monnaie, donc les États membres ne battent plus monnaie, ne peuvent plus jouer avec les variations monétaires. Il n'y a plus de change, de taux de change entre les différentes monnaies. Donc là, Personne ne c'est pense aujourd'hui, en tout fédéralisé. cas, Denis Ferré, aucun candidat ne pense aujourd'hui à sortir de ça, Non. excepté peut-être François Asselineau, qui doit être Oui, le c'est seul à ça. Lui, proposer c'est ça. sortir de l'Union européenne, même Voilà. carrément. Mais sinon, la plupart des candidats ne le enfin la plupart, la Tous, grande oui, majorité tous des sauf candidats lui, ne oui. proposent pas de sortir de l'eurozone. Mm. Donc ça, on peut dire que c'est la pierre d'angle fédérale, la Oui, monnaie. oui, c'est pas la seule, hein, mais Est-ce qu'on peut... Alors, quel est l'autre... le marché, ce qu'on appelle le grand marché. Alors, le marché, à la fois dans ses règles intérieures, c'est complètement. Enfin, on n'utilise jamais le terme fédéral hein, dans l'Europe, mais on dit plutôt intégration. C'est complètement intégré, c'est un secteur intégré. Et là, on a le vote à la majorité et pas à l'unanimité. C'est à la fois dans les règles intérieures du marché, dont la Commission est en charge de faire les propositions et de veiller à son application des règles. Juste Oui, le point, quand vous dites qu'il y a le vote à la majorité pour le marché, oui, par exemple, oui. dans quel domaine ça s'applique? Tous les domaines qui sont liés à l'économie. Bah, Il n'y a pas de vote à l'unanimité. Non, mais c'est tout ce qui est le grand marché, effectivement, toutes les règles commerciales sont décidées comme ça. Donc là, on a déjà un saut fédéral On, qui est a, évident. on est déjà sur quelque chose de fédéralisé, si vous voulez utiliser ce terme-là. Donc, je répète, on dit intégré hein, dans le jargon Oui, européen. les mots comptent, hein, parce que Les le mots mot comptent, mais fédéral il y a n'est pas beaucoup là. de mots tabous. Beaucoup de mots tabous. D'ailleurs, l'Europe souveraine, là, il a brisé un tabou, par contre, M. Macron. Et puis, vous avez l'aspect du marché à l'extérieur, quand on parle sans arrêt des traités commerciaux, généralement de libre-échange. Les traités commerciaux sont négociés par la Commission européenne au nom de l'Union. C'est-à-dire, il n'y a pas de représentant, par exemple, le ministre du Commerce français ne participe pas aux négociations. Et par conséquent, vous voyez là, c'est un
intégré. Un Donc, cas de fédéralisme, donc. c'est un cadre fédéralisé, on va mettre des guillemets, c'est comme la monnaie. Sauf que là, c'est les 27, hein, c'est tous. Tous sont dans ce cadre-là. Donc la monnaie et le marché, ce sont déjà des cadres fédéraux et une réalité, une pratique fédérale. Oui, on peut dire Voilà. comme ça. Même si c'est le terme intégration qui prévaut. Oui. Les autres points, là, c'est beaucoup plus tout ce qui relève du reste, hein. Par exemple, le pacte migratoire, il y a des évolutions vers ce qui est fédéral. Oui, il y a des évolutions, c'est-à-dire que face aux vagues migratoires, eh bien, les Européens, quand même, sont obligés de reconnaître qu'il faut agir ensemble. Et c'est d'ailleurs le domaine où, dès le départ, le traité de Lisbonne, encore lui, prévoit une évolution. C'est-à-dire, là aussi, à chaque fois qu'on peut, en réunissant sur un vote à l'unanimité au Conseil de l'UE, on peut prendre des mesures qui... alors, ça, par exemple, ce qui a été fait assez facilement, je vais vous donner un exemple très concret, c'est la liste des pays dans le monde, pays tiers, donc hors Union européenne, dont les ressortissants ont besoin d'un visa, ou ceux qui n'ont pas besoin d'un visa. Donc, on a une liste commune. Avant, chaque État avait sa propre liste. Il y avait des ressemblances. Mais aujourd'hui, quand Une harmonisation. il y a c'est même, oui, c'est une harmonisation. En fait, on a la même liste. Et si on veut changer demain, par exemple, dire, tel État, désormais, on va imposer un visa. On veut plus qu'ils arrivent sans visa, mettons. Ça n'est plus une décision française, italienne, polonaise. C'est quelque chose qui se décide ensemble. Donc là, on est sur de la majorité. D'accord ? Ça a été Majorité décidé. ou unanimité? Non, on est sur de la majorité. Parce que là, on a déjà une liste commune et si on y touche, c'est commun, c'est en commun. Il y a des petits aspects de la politique migratoire et d'asile qui ont déjà été, on dit aussi, communautarisés. Mais l'essentiel ne l'est pas. D'où le pacte asile-migration où on avance difficilement parce qu'il faut trouver une unanimité sur ces domaines-là. Denis Ferré, quelle est pour vous la principale idée, la principale avancée qui doit émerger le 9 juin, quand les Français vont voter? Quel est, à votre avis, l'enjeu de cette élection? L'enjeu de cette élection, il est nettement de savoir quel va être le rapport de force entre les forces qu'on va qualifier alors d'eurosceptiques. Hein, Donc c'est un enjeu politicien, là. Enfin, politicien, sans mettre de sens négatif, hein, péjoratif à politicien, je laisse un enjeu, moi je dirais politique. En fait, depuis toujours, ça fonctionne au compromis au Parlement européen entre deux grandes familles politiques. La famille du Parti populaire européen, c'est le centre-droit, la droite traditionnelle, très influencée par le mouvement chrétien-démocrate, et le groupe centre-gauche qui s'appelle Socialistes et démocrates, qui est en gros la social-démocratie européenne. Et ces deux groupes ont toujours, par compromis, à peu près fait une majorité, auquel s'est ajouté un troisième groupe qui est Renaissance. Mais ce groupe Renaissance risque d'être réduit cette fois-ci. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point il y aura une pression, disons, de l'extrême droite, des plus populistes, des plus eurosceptiques, qui peut venir un peu perturber ce jeu. Merci beaucoup, Denis Ferré, pour vos analyses ce matin. Les Français et l'Europe de Schuman à Macron, entre rêve et réalité, publié aux éditions Erol. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et que vous enseignez notamment à l'Université de New York. Excellente journée. Merci.